Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Gaétan Marcon est de retour à l'émission pour nous parler de la maison d'édition québécoise Les Éditions Héritage qui traduisait au début des années 70 les comic books américains. Aujourd'hui, nous allons parler de l'époque des Vengeurs, une époque assez spéciale puisqu'on avait un format totalement différent des comics de la compagnie Héritage et Gaétan va nous expliquer la raison pourquoi ces formats étaient beaucoup plus grands que le format traditionnel. La dernière fois qu'on s'est parlé dans notre chronique Comique Héritage, j'ai fait une promesse que je vais tenir. J'ai dit, on va parler des Vengeurs, The Avengers. Puis là, j'ai mon ami Gaétan qui a les yeux tout pétillants et qui se dit « Yes, I'm game ». Bonjour Gaët. Allô. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Les Vengeurs. On aurait pu en parler dans la dernière chronique avec l'espèce de trou noir chronologique incroyable, mais c'est parce que les Vengeurs, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est très complexe. Alors, très complexe. On commence par quoi? Par le fait que c'était simplement une copie conforme de la Justice League de DC Comics ou tout simplement... Non, on peut pas dire une copie conforme, mais c'était son équivalent Marvel. Parce que comme on s'était déjà dit, c'est Marvel et DC ont toujours été des rivaux, mais des amis rivaux. OK. C'est de la bonne compétition. On s'ostine, on fait semblant qu'on s'ostine quand on signe nos bandes dessinées, puis après ça, on s'en va boire un coup ensemble. Stanley était un ami de Bob Kane, le créateur de Batman. Il n'y a pas de mauvaise relation, sauf dans le cas où il y a certains dessinateurs qui décident de prendre la poudre d'escampette parce qu'ils sont tannés de se faire exploiter. Puis ils s'en vont dans l'autre compagnie. Ils s'en vont chez le rival ou dans une autre compagnie. Là, on parle ici des cas de Jack Kirby et de Steve Ditko quand ils ont quitté Marvel à la fin des années 60. Mais on ne s'éloignera pas du sujet parce que, comme on disait, Les Vengeurs est une situation particulière chez Héritage. D'abord et avant tout, de par son format, parce que les 26 premiers numéros sont faits dans un format beaucoup plus gros. Et chose particulière, en plus d'avoir été un format plus grand, les 6 premiers numéros ont été faits pratiquement sous le même moule que les 6 numéros couleurs. Oui, si tu te rappelles bien, les couvertures sont faites de papier journal. Exact. Comparativement au numéro 7 où là, on arrive avec une couverture glacée. Là, donc, on était en quelle année là, pour les premiers numéros de Vengeurs? Si je me rappelle bien, parce que d'abord, je vais expliquer la raison du format.
Parce que c'est les traductions des Vengeurs, au lieu de venir du matériel américain, ils venaient du matériel britannique qui venait juste d'être réimprimé. OK. Donc, quand tu dis britannique, est-ce que c'était du Marvel Comics américain qui avait été pris par les Britanniques, refait sous un autre format, puis que là, c'est ça qu'Héritage a acheté? Okay. C'était des réimpressions noir et blanc, publiées à toutes les semaines, avec une histoire des Vengeurs et une histoire de Doctor Strange. OK. Ça a fait un an à peu près en Grande-Bretagne. Nous autres, on a repris ces formats-là ici, donc format plus grand avec 2 histoires, toujours sur le même format. Si je me rappelle bien, ça, il faudrait que je vérifie. Par exemple, je ne suis pas sûr que les premiers numéros sont à 35 sous, mais c'est un des premiers qui est tombé à 35 sous, Les Vengeurs. Justement, probablement à cause de son format, oui. Il coûtait plus cher de papier. Il coûtait plus cher de papier. Sauf que le fait d'avoir le matériel britannique, nous autres, ce que ça nous a permis d'avoir, ça nous a permis d'avoir les premiers récits des Vengeurs. Les seuls qu'on n'a pas eu, c'est les numéros 1 à 3 des Vengeurs originaux de Marvel. Ils ont commencé la publication avec le numéro 4 Marvel, mais c'était le numéro... Là, je vais probablement en confondre plusieurs. Pour le titre britannique, c'était le Avengers numéro 1 UK. Okay. Qui reproduisait le Avengers numéro 4. Marvel. Donc, numéro 4 Marvel. Donc, une des choses aussi que les auditeurs remarqueront, s'ils tombent sur ces copies-là, ils vont se rendre compte que les jeux d'ombre ne sont pas corrects. C'est que la compagnie Marvel UK prenait les couvertures, les pages en couleur et les scannait telles quelles. Donc, le noir et blanc souffre des couleurs. Okay. Les couleurs ont été mises en teinte de gris. Ça donne un résultat qui est pas très joli à voir, mais ça a été rectifié à un moment donné dans la publication, fort heureusement. C'est poche parce qu'un gars comme moi qui aime bien colorer ses petits comics noirs et blancs, il n'y avait pas grand-chose à colorer. Vandale! Il y avait des beaux posters faits pour ça. Mais oui, plutôt que de faire ça dans les bandes dessinées, mais remarque, on n'est pas... Je commencerai pas à mentionner le nombre de bandes dessinées que j'ai trucidées dans ma collection. Écoute, il y en a-tu un à notre âge, à cette époque-là, qui n'a pas fait ça? Soit coloré dans ce comic ou encore découpé les petits bonhommes qu'il y avait sur la page couverture. Là, quand tu avais un Captain America, tu avais le personnage en logo, là, mettons, en haut, puis là, tu les découpais parce que ça te faisait tes petits personnages que tu utilisais pour d'autres choses. Et... On a tout fait ça, Gate. Moi, j'avais la propension à prendre mes bandes dessinées et découper ni plus ni moins les histoires à la fin. Okay. Que je détestais. J'ai fait ça par rapport avec le comic, je les veux pas. Fait que c'était pas ni un ni deux, je prenais les pages et je les foutais au vidange. Bon. On est la raison pour laquelle le comic Héritage a pris de la valeur. Fort probablement, oui, parce que ces bandes dessinées-là n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Oui, exact. Puis il y a probablement mes coordonnées encore dedans. Oups. Donc, on disait qu'on a été chercher au UK le numéro 1 du UK, mais qui est le numéro 3 de Marvel Comics. Le numéro 4, de Marvel Comics. Ça commence ni plus ni moins avec l'avènement du Capitaine America dans Les Vengeurs. Et à partir de là, tu as toute la succession d'histoires, parce que les Vengeurs originaux sont restés jusqu'au numéro 12, si je me rappelle bien. Là, on parle de la numérotation héritage. Et ensuite, sont arrivés Hawkeye, Scarlet Witch, Quicksilver, qui ont formé la deuxième équipe pendant un bout de temps avant que Giant Man et The Wasp finissent par revenir aussi. L'arrivée de Captain America, je pense qu'elle avait été marquée par le départ de Hulk. Je pense que Hulk était parti un numéro avant. Il y a eu 2 numéros seulement qui ont été publiés avec Hulk comme faisant partie de l'équipe. Puis le deuxième numéro, c'était un personnage qui pouvait se transformer en n'importe quel Vengeur. Okay. Puis quand il s'est transformé en Hulk, tout le monde pensait que c'était lui le méchant. Fait qu'ils l'ont bardassé un peu. Puis à la fin du comic, Hulk leur a fait son équivalent d'un doigt, puis il a pris la poudre d'escampette. Puis il est parti voir la Valkyrie pour les Defenders. Non, il est allé voir quelqu'un avec des ailes aux pieds, et il s'est dit, si on allait bardasser un peu les Vengeurs. Ah, OK. Puis, encore une fois, ça s'est mal terminé, mais c'est une histoire pour une autre fois. Donc là, je vais arrêter de t'interrompre. De toute façon, tu n'auras pas à m'interrompre longtemps parce qu'on va tomber dans le trou chronologique des Vengeurs. Après le numéro 26, comme je te disais, qui était des formats beaucoup plus grands, le numéro 27, qui publiait quand même une bande dessinée britannique, a été ramené au format régulier d'héritage et ça a été le dernier. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir du numéro suivant, le numéro 28 des Vengeurs britanniques, ils ont commencé à publier des histoires du maître du Kung-Fu qu'ils mettaient dans le même magazine en demi-histoire, mais ces histoires-là avaient déjà été publiées chez Héritage. Okay. Donc,
tu ne republies pas ton matériel que tu viens juste de publier. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont sauté sur le matériel de Marvel. Mais sauf que ce qui est le plus étrange, c'est qu'au lieu de se mettre au goût du jour et de prendre les comics où ils étaient rendus, ils ont sauté à l'arrière. Ils ont repris des comics qui dataient déjà de 4 ans facilement. Puis le saut chronologique s'est fait du numéro 30 au numéro 100. Oh, 170. 70 numéros qui ont été tronqués d'un coup. Et le numéro 100 qui a été publié était une histoire en 3 numéros. Donc, on a vu la conclusion d'une histoire qui impliquait Asgard, qui impliquait l'Olympe et des adversaires d'Hercule. C'est pas là-dedans qu'aussi on commence avec la mort d'un personnage des Vengeurs? Ou c'est plus tard, ça? Parce qu'il y avait Swordman. Swordman, c'est, mon Dieu, c'est 3 ans après. OK, donc c'est plus tard qu'il va y avoir un autre jump. Oui. OK. Chose particulière, par exemple, la couverture du numéro 28 des Vengeurs, la nouvelle, après le trou chronologique des Vengeurs, c'est la couverture d'un numéro qui venait juste d'être publié. Et cette couverture-là va être publiée quelques années après. C'était le numéro 37, c'est tout ça? Non, le numéro 37, ça, c'était la couverture d'un autre numéro. OK, mais c'était pas celui-là. Toi, ce que tu parles, c'est la couverture avec Orca. Oui, c'est ça. Elle était sur le numéro 37, puis elle s'est ramassée sur 80-81. Oui, OK. Mais moi, celle que je parle, c'est celle où c'est qu'on voit les Vengeurs d'un côté et on voit l'escadron sinistre en face, qui a été remis sur la couverture de 72-73. OK. Ça, c'est une de ces petites erreurs comme ça, à la fois sympathique. Mais on savait au moins combien de numéros on avait de retard. Puis c'était pas loin d'encore une trentaine de numéros. Mais ça, je te dirais qu'ils n'ont jamais refait un autre saut parce que après 70 numéros, là, ça commence à être important. Puis ce qui nous a été enlevé, justement, est très, très important. Oui, il y avait des gros morceaux. La création d'Ultron. C'était un gros morceau. Tu as eu la première apparition de Vision, la création de Vision par Ultron. Tu as eu le mariage de Yellow Jacket et de Janet Van Dyne, de Wasp. De Wasp. Tu as eu la transformation de Hawkeye en Goliath, qui a commencé à utiliser les PIM Particles pour pouvoir devenir un Goliath. Tu as eu justement l'avènement de l'escadron sinistre. Certains vont dire l'escadron sinistre, d'autres vont dire l'escadron suprême, mais de toute façon, personne ne se trompe parce que les deux viennent de réalités différentes. C'est les mêmes personnages de 2 réalités différentes. Fait que, peu importe le nom que vous leur donniez, vous avez raison. Ensuite, à part ça, qu'est-ce qu'on a manqué? Une des choses les plus importantes des Vengeurs de cette époque-là, la guerre entre les Kree et les Skrulls. C'est un récit qui a duré quasiment une dizaine de numéros, dans lequel, bien sûr, Rick Jones a sauvé la galaxie au complet. Mais il faut bien qu'il serve à quelque chose, Rick Jones. Il n'a jamais servi à rien, à part depuis sa première apparition dans Hulk numéro 1, il n'a jamais servi à rien à part être un faire-valoir. Puis. C'est pas vrai, il vient de sauver l'univers. Ouais, puis après ça, il était. Je te dirais que c'est ce qu'on appelle bien souvent dans le monde cinématographique un MacGuffin. Et c'était le copain assuré de Hulk qui permet de se calmer les nerfs une fois de temps en temps. Il a fait ça avec Hulk. Ça a été le sidekick de Captain America pendant une couple de numéros. Il est devenu Bucky. Puis ensuite, il s'est accolé à Captain Marvel. Quand Captain Marvel venait sur Terre, lui s'en allait dans la zone négative et inversement, quand il cognait ses bracelets. Ses bracelets. Un peu à la sauce Billy Batson, parce que d'ailleurs, Captain Marvel, c'était Shazam chez Fawcett. Mais quand les droits de Captain Marvel sont tombés dans les limbes, Marvel dit on va avoir un capitaine qui porte notre nom. Captain Marvel. Fait que Captain Marvel, par après, est devenu Shazam, mystérieusement. Mais on s'éloigne encore une fois du sujet, alors revenons à nos moutons. Chose qu'on a eue, par exemple, après le retour des Vengeurs, après le trou chronologique, c'est que les Sentinelles qu'on a connus avec les X-Men sont apparus dans les Vengeurs. C'est sûr qu'ils étaient à la recherche des mutants, mais il y en avait déjà 2 dans l'équipe, soit Quicksilver et Scarlet Witch. Et l'histoire qui vient avec ça nous fait disparaître Quicksilver qui, comment je pourrais dire, a été blessé et s'est ramassé chez les Inhumains. Et c'était une histoire qui avait déjà été contée dans Fantastic Four quelques années auparavant. Mais c'est quelque chose qu'on ne savait pas.
On ne connaissait pas le récit exact de... La présence de Quicksilver? Ben, c'est ça, on savait que Quicksilver était apparu dans les Fantastic Four. On ne comprenait pas exactement pourquoi. Il expliquait que oui, il avait rencontré des mutants, des sentinelles qui l'avaient blessé, mais on n'avait pas vu le récit. Donc, quand tu arrives à 4 ans plus tard, avec le même récit, le récit qui explique tout, tu fais « Ouais, OK, je vais m'en faire passer combien de même? » Plusieurs. Fait qu'ensuite, il y a eu tout le récit avec Hawkeye qui a décidé de quitter les Vengeurs. T'as Daredevil qui s'est joint aux Avengers pour quelques récits. Ensuite, sont apparus justement un personnage qui est très important dans un film qui est paru cette année. Dans Les Gardiens de la Galaxie, tu as un personnage qui s'appelait Mantis. Okay. Ben, Mantis est apparu dans Les Vengeurs dans le numéro 40, si je me rappelle bien. Tout de suite après la double histoire avec Magneto. Donc, on parle 40 versions héritage. Héritage, oui. Des récits où les couvertures étaient malheureusement tronquées de récits plus récents, mais ça, c'était les aléas de cette époque-là des Vengeurs qui, somme toute, étaient assez mauvaises. Les dessinateurs étaient très ordinaires, les histoires étaient ennuyeuses, jusqu'à ce qu'on arrive au format double, le numéro 43 étant le premier. Tout de suite après ça, on s'est ramassé dans une guerre entre les défenseurs et les Vengeurs. Mm-hmm. Mais comme il s'agissait de deux séries distinctes, ben, on avait juste les récits des Vengeurs et on n'a jamais vu les récits des défenseurs. Puis même quand ils ont sorti le comic des Defenders en... non, les défenseurs, malheureusement, ont subi aussi un trou chronologique. Qui nous a empêchés d'avoir ça. Oui. Ils nous ont donné les premiers récits, puis après ça, ils ont sauté d'une douzaine de numéros. Fait que tout le reste a sauté, passe au feu et tout ce qui vient avec. Mais toujours est-il que le récit qu'on avait vu dans les Fantastic Four, le mariage de Quicksilver, c'était la suite d'un récit des Vengeurs qui a été publié je pense c'est 1 an dans les formats doubles. Puis, étant donné qu'ils publiaient la première partie, ben, ils ont réimprimé le numéro 39 des Fantastic Four dedans pour qu'au moins on ne soit pas obligé de courir dans notre collection pour voir la suite ou d'essayer de se trouver un Comicorama dans lequel il pourrait figurer pour ne pas le payer trop cher. C'est ça. Fait que la première histoire, c'était comme début. Puis la deuxième histoire du format double, c'était l'histoire Fantastic Four qui avait reprinté. Le numéro 39 réimprimé, exact. Ensuite, justement, est venue l'histoire que tu parlais avec la mort de Swordsman, qui, malheureusement, encore une fois, publiait des récits que Héritage ne publiait pas, soit les Giant Size et les annuels. Mais Héritage, non, je ne peux pas dire jamais parce qu'il y a eu une exception, mais ça, on y reviendra. Mm-hmm. Et c'est ça, le premier numéro de la saga avec Kang et Immortus et Ramatut, qui sont toutes des incarnations du même personnage. Kang, Immortus et Ramatut, c'est tout le même personnage. Et en plus, c'est supposé être le Dr. Doom très loin dans l'avenir, mais ça, je ne commencerai pas à rentrer dans les détails parce que même la série joue beaucoup avec ça, avec les 3 personnages principaux, qui sont des personnages qui jouent dans le temps. Puis que les uns et les autres commencent à se battre et à essayer de se faire des pièges l'un à l'autre sans imaginer quel genre de réaction que ça peut avoir dans l'espace-temps. Voyons, ça tient pas de bout. Mais comme il y a des récits qui nous manquent, dont justement le récit dans lequel Swordsman se fait tuer, on arrive et c'est déjà chose faite. Là. Le récit ne nous a pas été compté, mais on voit les répercussions. Sauf que, ayant été brûlé une fois, pour le reste de la saga qui dure quasiment 8 à 10 numéros, ils ont publié le Giant Size numéro 3 et le numéro 4, qui étaient des parties importantes du récit, parce que premièrement, tu avais toute la transformation de Mantis en ce qu'on appelle la Madone Céleste. Ça devient une créature cosmique, une des raisons pour lesquelles elle a été réutilisée à plusieurs reprises quand ils ont recommencé à publier Silver Surfer dans les années 80, et pourquoi qu'elle est dans Les Gardiens de la Galaxie, entre autres. Mais ça, je te dirais, c'est... premièrement, Héritage n'a jamais touché à ça. Fait qu'on ne s'éternisera pas là-dessus. Mais je vais juste faire une petite parenthèse. Si on m'avait dit à l'époque que je lisais Les Vengeurs des années 80, que la fille qui ferait Mantis au cinéma serait une fille de Limoilou, je l'aurais jamais cru. Jamais. Mais le résultat étant probable, c'est bon. C'est satisfaisant un peu. Je te dirais que ça donne un petit baume de plus. À défaut d'un labaume.
Donc, ensuite, viendra un des personnages que moi je considère comme étant un des plus importants au niveau des Vengeurs. C'est la Bête de Beast. Oui, Beast. Qui s'est joint aux Vengeurs. La chose qui est arrivée principale avant que le premier récit des Vengeurs ne soit compté, c'est qu'étant donné que, encore une fois, Marvel a souvent eu des problèmes avec leurs dessinateurs et leurs écrivains, c'est qu'il n'y avait pas le temps de terminer le travail pour la date de sortie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réimprimaient un comic qui va avoir rapport avec l'histoire, ou dans l'occurrence, nous donner un des premiers récits où Hank McCoy est devenu la bête bleue qu'on le connaît aujourd'hui. Parce qu'à l'origine, c'était juste quelqu'un avec des grandes mains et des grands pieds. Quelqu'un qui avait de l'aisance avec les prouesses acrobates. Ça, c'était à l'origine des X-Men. Les premiers X-Men, ouais, c'est ça. On s'entend. Parce que les seconds X-Men qui sont venus après, ça, c'est un autre cas très particulier. Mm-hmm. Puis je te dirais, ça pourrait encore être un cas d'émission complète parce que cet arc-là est très important au niveau de ce que sont les X-Men et ce qui ont donné tous les films qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Même si les films, tant qu'à moi, ne sont même pas à un pouce de la réelle histoire, là, mais c'est au goût de chacun, dirais-je. Alors, c'est ça. Éventuellement, les Vengeurs ont fini par rattraper les couvertures que l'on a connues. Donc, les belles couvertures qu'on avait déjà vues 3 ans plus tôt. Pouf, on a fini par voir les récits qui allaient avec. Et ça l'a amené une chose qui est très importante au niveau des Vengeurs. Un dessinateur que nous autres, on avait connu sur les Fantastic Four des années 70. C'est le dessinateur George Perez. OK. Que beaucoup ont connu plusieurs années d'après sur la série DC Titan. Mais ses premières armes qu'il a faites dans des titres avec beaucoup de personnages, c'était les Vengeurs. Les Vengeurs ayant toujours été un titre sur lequel il y avait de la misère à trouver justement des dessinateurs qui étaient suffisamment compétents pour donner toute la profondeur, mais de mettre le détail qu'une série du genre pouvait mériter. Et avoir 15 personnages sur une page, c'est faisable. Puis dans le cas de Perez, le fou, il aimait ça. Il en redemandait. Fait que ça donnait toujours des scènes assez spectaculaires. Oui. Des récits, justement, comme je te disais, avec l'escadron suprême qui voyage dans le temps ou d'une dimension à l'autre. Et jusqu'à la conclusion de cet arc-là, justement, qui se termine avec l'histoire que tu disais tantôt avec Orca. C'était la fin de ce récit-là. OK. Ensuite viendront, mon Dieu, il y a eu tellement de récits intéressants jusqu'à la fin de la série. Outre peut-être les 10 derniers numéros des Vengeurs qui ont mené à la cancellation éventuelle, qui valent pas la peine, mais tu as eu tout l'arc avec, comme je te disais, avec George Perez, tu as eu John Byrne aussi qui a collaboré là-dessus, qui a fait une bonne quinzaine de numéros aussi, et avec des histoires qui étaient très intéressantes. Là. On parle l'histoire qui nous a amené à la croyance que Scarlet chez Quicksilver étaient les enfants du Wizard. Non, du Wizard, le personnage de la Deuxième Guerre mondiale. Là, le presque équivalent de Flash. Il y avait un costume jaune. OK. Non, ça me dit rien. Il présumait que c'était ses enfants, mais éventuellement, c'est révélé que Magneto était bel et bien leur paternel. Pauvre eux. Ben oui, mais là, comme dirait dans une chronique, il y a un petit bout de temps, moi, à un moment donné, avec Sébastien, on disait que Magneto avait laissé sa marque un petit peu partout. Oui, fort probable. Et on en connaît bien peu, puis en plus, le nom sous lequel on le connaît, Eric Lancher, n'est pas son vrai nom non plus. Non, en plus. Fait que, c'est un personnage qui révèle toujours, à toutes les fois qu'il le met dans une bande dessinée, il va toujours trouver le moyen soit de changer son chapeau de bord ou de grandir un peu plus. Puis c'est un des personnages justement qui a beaucoup de profondeur. Il y a tellement de choses qui ont été faites, qui ont été dites à son sujet, que si tu veux le mettre dans ta bande dessinée, tu as besoin de t'atteler. Surtout si tu veux essayer de le rendre intéressant. Oui, parce que c'est quand même un des personnages les plus importants, je pense, dans l'univers des mutants. Dans l'univers des mutants, puis même, je te dirais, au niveau de tout ce qui est vilain de l'univers Marvel, c'est un des plus importants. Le Dr. Doom et lui, je te dirais, se partagent pas mal
cet hommage-là, là, d'être le plus grand vilain de l'univers. Et on arrive à ce fabuleux dernier numéro. Oui, après la disparition du titre Capitaine America, les Vengeurs ont dû prendre la relève et les Vengeurs publiaient dans la moitié de leur titre Capitaine America. Et suite à la cancellation du titre, est venu un numéro supplémentaire que personne n'avait vu venir, qui a été imprimé en très petite quantité. Et je ne sais pas dans quelles circonstances c'est ramassé sur le marché. Moi, que je me rappelle, je crois l'avoir déjà vu dans un Comicorama au début des années 2000, mais sachant pas qu'est-ce que c'était, puis de toute façon, sachant qu'est-ce qu'il contenait, parce que, on va se le dire, les histoires qu'il y avait dedans étaient très poches. Puis en plus, ce numéro-là, qui était à un numéro de conclure l'arc entre Captain America et le Red Skull, c'est doublement poche. Et je veux dire, on n'a pas su c'était quoi la fin de toute les tractations du Red Skull qui était redevenu un vieux pops. Puis c'est ça, c'était le fabuleux numéro 139. Oh, ouais, je comprends pas l'engouement. C'est sûr que la rareté parle plus du... Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, le phénomène rareté. C'était comme un des événements Marvel importants. Là. Pas un Marvel, mais héritage important. Oui. Tu avais les Mystérieux 6 au début, puis tu avais celui-là qui était... Sans oublier le Capitaine Bonhomme. Et sans oublier le Capitaine Bonhomme. Il est plus, tant qu'à ça, je l'associerais plus au Capitaine Bonhomme. Okay. Je ne sais pas au niveau de la rareté lequel est le plus rare. Je serais probablement porté à croire que Captain America, juste à cause de l'envolée des prix. Mais au niveau de la valeur... Tu veux dire les Vengeurs? Oui, c'est ça. Moi, j'irais plus avec les Vengeurs aussi parce que Captain Bonhomme, je te dirais que j'en ai eu 3-4 dans les mains. Puis l'intérêt pour le Capitaine Bonhomme est quand même... Puis le Vengeur 139, je crois j'en ai eu un entre les mains seulement. Puis c'est sur toute mémoire. Fait que, mais non, effectivement, je pense que Vengeur est plus difficile à trouver. Ouais, de toute façon, l'un comme l'autre, tu vas l'avoir entre les mains, tu vas appeler ton client, viens le chercher, donc tu l'auras même pas lu. C'est à peu près ça. Mais Captain Bonhomme, je te dirais, j'ai pas vraiment de gens que j'ai téléphoné pour dire « Hey, j'ai un Captain Bonhomme puis qui accourt. » Mais les Vengeurs, effectivement... c'est parce que ça dépend toujours du calibre du collectionneur. Moi, la raison pour laquelle je collectionne, c'est pour avoir tous les titres. Puis là, j'entends bien tous les titres en dehors du Archie Comics et des comics jeunesse. C'est pas dit que je les ferai pas éventuellement, mais moi, ma talle, c'est définitivement le comic de super-héros. Toute compagnie confondue. Le Marvel, le DC. Ouais. J'ai même les chéris, tu sais. Wow! Mais hey, quel est le super pouvoir du Captain Bonhomme? Il est fort quand même, le bonhomme. Puis il a le don de cajoler des tigres. Ah oui? Oui. Le tigre est très, très, très fâché qui s'en va le trouver. Puis il flatte la bedaine, puis le tigre aime ça. Alors, qui l'aurait cru? Captain Bonhomme. Gaétan, un gros merci encore pour cette fabuleuse chronique. Et on se dit à la prochaine pour une autre chronique édition Héritage. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.